Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Europe 1 Soir Week-end, deuxième heure. J'accueille Michel Fayad, analyste politique et géopolitique. Bonsoir Michel. Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir Sébastien Ligné. Bonsoir Stéphanie. On va tâcher d'y voir plus clair. C'est ce que je disais évidemment. Le monde a les yeux tournés vers le Moyen-Orient et en particulier vers l'Iran. Plusieurs informations contradictoires. Ça a été une journée riche puisqu'il y a eu une première explosion qui a fait beaucoup parler, qui a inquiété dans le détroit de Dortmund. Le régime a tout de suite annoncé, quelques minutes après, que c'était une fuite de gaz. Bon, il y avait un spécialiste qui nous expliquait qu'il n'y avait pas de gaz dans ce bâtiment, donc un peu étrange. 4 autres explosions avec 4 morts, notamment dans une ville à la frontière irakienne. On a Donald Trump qui fait plusieurs déclarations, notamment dans Fox News actuellement, qui dit l'Iran est en train de négocier avec nous, alors nous verrons bien. La dernière fois, nous étions censés négocier, ils étaient censés éliminer leur programme nucléaire, mais ça n'a pas marché. Voici ce que dit ce soir donc le président Donald Trump. On va tâcher d'y voir plus clair avec vous, mon invité, le lieutenant-colonel Vincent Arbarétier, historien militaire, docteur en sciences politiques. Bonsoir lieutenant-colonel. Quelle est votre première impression sur ce qui est en train de se jouer en Iran? J'entendais des experts ici ou là, puisque toutes les chaînes de télévision et de radio en parlent, qu'une frappe serait peut-être imminente, mais enfin bon, on a du mal à y voir clair, pour être honnête. Alors, il y a plusieurs indices qui montrent que quand même on s'approche, à mon avis, mais je peux me tromper comme tout le monde, qu'on s'approche quand même d'un dénouement qui pourrait être militaire, qui pourrait être... pourquoi? Parce que les Américains, pendant un certain temps, ont amassé des ressources dans la région. Pas simplement, tout le monde a les yeux rivés sur le porte-avions, mais en fait, il y a tout le reste qui est énorme, alors qui nous permet aussi de voir quel type d'opération pourrait être menée. Pour sûr, il n'y aura pas d'opération terrestre, comme il y en a eu pendant les 2 autres guerres du Golfe. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de moyens pour faire à partir de l'Irak ou d'un autre pays, entrer en Iran de vive force et envahir l'Iran. Comme les Américains en 2003 ont envahi l'Irak, ou comme la coalition internationale a libéré le Koweït en 1991. Donc ça on est sûr que ça n'aura pas lieu. Voilà. Donc les boots on the ground, ce sera très, très relatif. Il n'y aura pas de boots on the ground de manière permanente, puisqu'il n'y aura pas de troupes. Il n'y a pas de troupes. Sur une base américaine, dans le Moyen-Orient, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques commandos, il peut y avoir des commandos, mais il n'y a pas de grosses unités terrestres, si vous voulez. Il peut y avoir ça et là quelques fantassins pour instruire les Saoudiens ou instruire les Émiriens, mais il n'y a pas de force de frappe mécanisée, si vous voulez. Donc le type d'opération, ce seront des frappes. Oui. Ce seront peut-être des frappes en liaison avec des agents du Mossad, de la CIA ou d'ailleurs, qui sont sur le terrain avec des résistants sur lesquels on ne parle pas. Ni les Iraniens, ils n'ont pas intérêt à le faire, ni les Américains, évidemment. Ça peut avoir lieu. Donc, ça peut avoir lieu. Ce qui peut avoir lieu, c'est une opération qui ne sera pas strictement militaire, mais qui sera certainement déclenchée par un feu vert, on peut dire ça comme ça, donné par quelqu'un des services de renseignement sur place, en disant voilà, c'est le moment, on va traiter telle ou telle cible, et puis en fonction de l'option choisie par le président Trump, eh bien, il dira on y va ou on n'y va pas. Le problème pour le président Trump, il peut laisser évidemment sa flotte, son groupe aéronaval un certain temps. Comme je l'ai entendu, effectivement, le porte-avions est à propulsion nucléaire, donc il n'a pas nécessité d'être ravitaillé. Il y a des bateaux qui sont ravitaillés en mer, ça n'empêche rien. Mais, si vous voulez, le dispositif ne va pas rester indéfiniment. Parce que, si vous voulez, on ne va pas laisser pourrir une crise, une situation qui peut se retourner contre les intérêts américains. Parce que, de fait, si les Américains n'interviennent pas, les Iraniens pourraient être tentés, en cas de désespoir, eux-mêmes de commettre une action terroriste ou de faire quelque chose. Si vous voulez, c'est toujours la défense du faible au fort. En tout cas, vous êtes en train de nous expliquer, lieutenant-colonel, que
ces frappes, quelle que soit la forme qu'elles prennent, bon, on a compris que vous excluez les troupes terrestres, mais elles sont quasiment inéluctables. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Parce que c'est vrai que ces explosions, bon, je le disais, la fuite de gaz, il n'y avait pas de gaz dans le bâtiment. C'est vrai qu'on sent une montée de pression. On n'a parlé que de celle-ci, là, dans le détroit d'Ormuz, mais il y en a eu quatre autres. C'est quoi? C'est un petit coup de pression. On sait que l'attaque de juillet, il y avait eu, ça avait commencé par ces incidents-là, similaires. C'est vraisemblablement, si on exclut l'hypothèse accidentelle, avec coïncidence incroyable de 4 ou 5 accidents qui ont lieu simultanément, non, ça peut être soit des résistants, ou des résistants iraniens, mais peut-être aidés en cela, dans des sites qui ne sont pas complètement anodins. Alors j'ai cru comprendre qu'il y en avait un qui était à côté d'une base des gardiens de la Révolution. Alors là on nous a dit que c'était un feu de bois, ou je sais pas quoi, c'est ce que disaient les Iraniens. Il y en a une autre qui a eu lieu dans un endroit où il y a eu énormément de manifestations, avec beaucoup de pertes humaines du côté des manifestants, donc c'est pas complètement anodin. Donc en fait, les États-Unis démentent, ça j'ai oublié de vous le dire. Bah oui. Bon, non, mais c'est important. Ils vont pas dire oui, c'est nous, et puis on va attaquer à 23h30 et voilà. Non, ils vont pas dire ça. Mais bon. Ils vont voir, mais si vous voulez, c'est pour aussi mettre les nerfs à vif des Iraniens, parce que les Iraniens, ils sont en alerte maximale, et on peut pas rester 3 semaines en alerte maximale, si vous voulez. Les gens, ça veut dire quoi, alerte maximale? C'est-à-dire que les pilotes sont au pied de leurs avions. Ça veut dire que les équipages qui vont armer les missiles balistiques, ils sont sur poste. Et ils vont y rester le temps nécessaire. Donc, si vous voulez, à un moment, au petit matin, dans le deuxième cycle de sommeil, les gens vont avoir les nerfs un peu distendus, et c'est souvent là que c'est d'ailleurs un spécialiste de l'armée de l'air qui l'a dit sur une, je ne sais plus si c'est ici ou dans une autre chaîne, c'est là que les aviateurs attaquent. Les Israéliens, pendant la guerre des 6 jours, ils avaient attaqué à un autre moment encore plus judicieux. C'était au moment où les équipages égyptiens prenaient leur café sur la base après leur patrouille matinale aérienne de 9h. Et là, il se trouvait que le chef d'état-major égyptien était lui-même en l'air, dans un avion, et à l'époque, on ne pouvait pas avoir de communication en l'air. Donc les frappes israéliennes qui ont eu lieu pendant une demi-heure sur tous les aérodromes égyptiens simultanément, se faisait un moment où le chef des armées égyptiennes ne pouvait pas être au courant de ce qui se passait. Donc, si vous voulez, il y aura quelque chose comme ça, qui pourrait être choisi. Maintenant, on verra. Michel Fayette, quand vous écoutez le lieutenant-colonel Arbattier, vous êtes d'accord? Vous partagez la même analyse? Oui, je partage la même analyse. Moi, je pense aussi quand même que c'est les renseignements américains et israéliens qui sont quand même derrière le coup. Oui, à la manœuvre, tous les deux, main dans la main. Oui, à travers certainement des agents locaux, c'est-à-dire ce sont des Iraniens qui travaillent pour le compte d'Israéliens et ou d'Américains. Mais le fait de frapper de manière coordonnée dans 4 ou 5 sites différents, et comme disait le lieutenant-colonel, à Bandar Abbas, là où il y a le plus grand port du Moyen-Orient, ou le deuxième plus grand en tout cas si on compte Dubaï, et Arvaz, qui est la capitale arabophone du pays, qui est l'endroit où il y a le plus de pétrole dans le pays, Tabriz, la capitale de l'Azerbaïdjan iranien, là où il y a donc la deuxième plus grande minorité du pays, le tiers de la population est originaire d'Azerbaïdjan iranien. Enfin, ça fait quand même des endroits pas anodins, comme disait le lieutenant-colonel. Et pour faire une attaque aussi coordonnée, ça ne peut être que l'œuvre des renseignements. Et donc, ça envoie 3 messages, pour moi. Oui. Le premier, c'est dire aux Iraniens, le jeu a commencé. Donc, soit vous cédez, soit on passe à la guerre. Oui. Et puis, sinon, il y a aussi le fait que, vous savez, le principal conseiller du guide suprême, c'est Ali Shamkhani. Et il est, lui, amiral. Et c'est lui qui était en charge, autrefois, de Bandar Abbas. Donc c'est un message direct à Shamkhani pour lui dire on est capable de toucher des centres extrêmement importants pour les gardiens de la Révolution, y compris à Bandar Abbas, là où il y a le trafic d'armes pour les gardiens de la Révolution. C'est-à-dire c'est là où ils importent les armes. C'est vraiment quelque chose de c'est très une fort forme de guerre de la communication en ce moment. On a vu Yatollah Khamenei qui allait se recueillir sur la tombe de Yatollah Khomeini, histoire de dire voilà, tout va bien. Alors c'est vrai qu'on a du mal, lieutenant-colonel Arbattier, à comprendre le but de Donald Trump. Est-ce que c'est de renverser le régime des mollahs? Est-ce que c'est d'obtenir effectivement une négociation poussée sur le nucléaire iranien, sachant que il y a eu des mensonges quand même du régime iranien par le passé, donc c'est vrai qu'on a du mal aussi sur ce point de vue-là à voir clair. Peut-être avec ces actions à la fois du renseignement et de fourniture d'armement aux résistants, peut-être poussé un petit peu par des frappes très précises à certains endroits,
c'est jouer le rôle de liquidation. catalyseur par rapport à la libération. Parce que je pense qu'il doit avoir un grand remords, Donald Trump. Je ne suis pas dans sa tête. C'est celui de ne pas avoir été en mesure d'aider la révolution spontanée qui a eu lieu depuis la fin décembre. Et le 28 décembre, en fait, c'était assez inattendu. C'est un peu comme la révolte du printemps arabe. Au début, il y a 1 ou 2 événements, puis ensuite, il y a un enchaînement. Et alors, sans doute, ces services de renseignement américains, ou peut-être le Mossad, n'ont pas été capables de lui dire voilà, il faudrait peut-être mettre en place des moyens. Mais ils Et l'ont les moyens... dissuadé un petit peu les pays autour, hein, y compris Alors, oui. Israël, parce qu'ils n'étaient pas forcément prêts, et notamment à se Et puis défendre. les Américains n'étaient pas prêts, c'est pour ça qu'il n'a pas fait. En fait, il n'avait pas suffisamment de moyens, parce que les Américains, si vous voulez, ils ne partent pas, je dis quelque part, la fleur au fusil, en se disant ça va bien se passer. Non. Ah ben non. Ils vont... Voilà. Sébastien Ligné, vous soulignez, on était encore en publicité, c'est vrai qu'il y a aussi l'agenda national, si j'ose dire, interne, en tout cas du président Trump. Oui, parce qu'au-delà des considérations stratégiques que je laisse à nos 2 experts, il y a quand même une question politique qui est très prégnante dans la politique internationale de Donald Trump. N'oublions pas qu'il y a des élections de mi-mandat extrêmement importantes pour la fin du mandat de Donald Trump en novembre, que le peuple américain et notamment le peuple républicain est très divisé sur la question des interventions militaires américaines. C'est notamment une des promesses de Donald Trump, c'est une des raisons qui a fait qu'il a remporté cette élection, c'était de dire on arrête maintenant les conflits, on arrête d'être les gendarmes du monde et on va se replier et se contenter de gérer les affaires nationales américaines. C'est pour ça que je pense que cette logique-là exclut de fait l'intervention d'hommes sur le sol iranien. Parce que le pire qui pourrait arriver politiquement à Donald Trump, ce serait qu'un soldat américain meure en terrain iranien au cours d'une opération. Là, ça aurait des conséquences politiques, alors évidemment humaines, qui seraient dramatiques, mais politiques très conséquentes sur l'avenir politique de Donald Trump. Mais il y aura des morts c'est ce que j'allais sur dire. les bases militaires C'est ce que j'allais américaines. dire. Et donc, il y aura... S'il y a une vraie guerre absolue. Donc, de fait, il faut prendre, si je suis votre point de vue et cette conclusion, il faut prendre l'aspect politique en jeu. Et je pense que c'est un des aspects qui rentrera en jeu dans la décision de Donald Trump. Et ensuite, il y a la question du changement de régime ou non. Est-ce que on parvient historiquement à faire changer un régime et à installer une démocratie par les armes et par les bombardements occidentaux? L'histoire récente nous a montré qu'en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, je ne suis pas certain que les interventions militaires américaines et occidentales d'ailleurs aient amené la paix et la démocratie au monde arabe. Certain. Donc il y a toujours cette question-là. Est-ce que les armes et le bombardement est le meilleur moyen de changer de régime? Si tant est, comme vous l'avez souligné, que le but de Donald Trump est réellement de changer de régime, ce n'est pas totalement exclu que le seul but de Donald Trump, c'est de faire un accord avec le régime des Mollahs et qu'ensuite, hélas, le peuple iranien puisse être le grand perdant de cette histoire. Alors j'entendais tout à l'heure chez nos confrères de CNews un agent iranien, c'était assez passionnant ce qu'il racontait, qui expliquait quand même que la situation sur le terrain, elle était constituée de 60 réformateurs et 40% de conservateurs. Alors lui, c'est ce qu'il disait. Bon, ça laisse peut-être entrevoir un chemin aussi de changement de régime. Alors je ne sais pas, Michel Fayet, bon, vous n'êtes pas d'accord avec l'agent iranien, manifestement. Non, parce qu'en fait, vous savez, conservateurs, réformateurs, pour le peuple iranien, c'est la même chose. Ce sont des gens qui sont finalement du même régime et c'est un peu les piles et faces de la même pièce. C'est-à-dire que quand vous demandez aux Iraniens sur place ce qu'ils en pensent, ils vous disent, vous savez, les conservateurs, ce sont les bandits qui sont un peu amateurs, tandis que les réformateurs, ce sont des bandits professionnels. Donc voilà ce que la population pense. En fait, ils en ont marre de toute cette république islamique. C'est ça la réalité sur le terrain, vous voyez. Lieutenant-colonel Arbaretti, quelles pourraient être les conséquences dans la région en premier lieu et puis dans un second temps en Europe d'un éventuel conflit, en tout cas d'une attaque, quelle forme Alors tout dépend comment se terminera le conflit. S'il se termine vite et que soit on assiste peu ou prou à une évolution du régime avec, je ne dirais pas une démocratie, mais peut-être une phase transitoire, tout le monde soupirera, il dira ouf, et tout le monde aura admiré la réussite des armées américaines, y compris les plus enfin, je ne parle pas des Russes ni des Chinois, mais je parle du côté occidental, les plus farouches, ceux qui ne voulaient pas d'action militaire. Ensuite, si cette action aboutit à un pourrissement, c'est-à-dire à un éclatement de l'Iran, on peut y penser, c'est-à-dire que chacun, suivant ses origines,
va constituer des milices, un peu comme en Libye ou un peu en Irak, oui. Les Kurdes. Voilà, avec les Kurdes. Là, les gens sont mitigés. Il faut reconnaître quand même une chose. Alors moi, je suis d'accord. Quand Saddam Hussein a été renversé, ça a été un succès. Et ça a été un succès. Maintenant, moi, il est remplacé. Actuellement, il y a quand même des hommes d'affaires français qui sont à Kirkouk. Il y a des hommes d'affaires. On fait affaire avec l'Irak. Alors bien sûr, il y a du terrorisme. Mais... Ah oui, légèrement. Oui. Ça a quand même contribué à créer l'État islamique comme on le connaît aujourd'hui. Oui, non, mais actuellement, l'Irak existe. L'Irak a un président. Alors, il est chiite ou sunnite. Voilà. Il y a à peu près un équilibre entre sunnites et chiites. Donc, si vous voulez, on ne peut pas dire que ce soit une situation idoine, idéale, mais c'est quand même été quelque part un progrès qu'une dictature comme celle de Saddam Hussein, parce qu'il faut voir ce que Saddam Hussein faisait. Alors, on n'en sait rien, mais si vous voulez, s'il y a une situation où l'Iran est neutralisé, en effet, si l'Iran est neutralisé, les pays du monde arabe, ils seront contents. Si l'Iran a perdu de sa capacité de nuisance extérieure, si l'Iran n'est plus capable d'armer des milices comme le Hezbollah, Israël sera content. Les pays arabes, l'Irak sera content. Si les milices pro-iraniennes n'ont plus de chef, n'ont plus d'ordre, n'ont plus d'argent, n'ont plus d'armes, tout va bien. À voir effectivement sous quelle forme ça prend. Alors nous, on aime bien le monde parfait, avec des États, avec un président démocrate. Mais voilà, ensuite, il faut s'adapter. En Libye, quels sont les résultats pour nous en Libye du site? Un déferlement migratoire, mais à part ça, 3 fois rien. Non, mais c'est pas celui des Libyens. Bon. Pas les Libyens qui viennent. Merci, lieutenant-colonel Vincent Arbaretier, historien militaire et docteur en sciences politiques. Merci d'avoir été avec nous.